Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaléa. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse dans cette vidéo le bilan de mes lectures du mois de janvier 2020. Au programme, il y a Les Lions d'Al-Rassan de Guy et Gabriel Kay, vous trouvez ça aux éditions La Talente. Il y aura aussi L'Élixir d'Oubli, c'est le tome 2 du Palais des Merveilles, c'est de Pierre Pevel et vous trouvez ça ou bien chez Brajlon ou carrément en livre audio sur Audible. On enchaînera avec Les Aventures du Capitaine Alatristé, c'est de Arturo Pérez Reverte. Je poursuis avec le tome 1 d'Animorph, il s'agit de L'Invasion et c'est de K.A. Applegate, aux éditions Folio Junior. Et je finirai évidemment par vous présenter ma lecture en cours. Sans plus attendre, on y va. Donc je vais commencer ce point lecture par vous parler des Lions d'Al-Rassan de Guy et Gabriel Kay qui est ressorti aux éditions La Talente. Vous avez pu voir dans mon précédent point lecture où je faisais une présentation du roman, donc je me gardais un petit peu au niveau de l'avis que j'avais pu avoir sur ce roman pour ce point lecture. Donc c'est un roman de fantasy historique, fantasy dans le sens où c'est un récit qui est fait dans un univers un peu fantasmé. C'est en fait l'Espagne du Moyen-Âge où donc elle est occupée par les musulmans et donc qui est fantasmé puisque ça ne se passe pas dans l'Espagne telle quelle mais dans une zone qui ressemble à l'Espagne. Nous avons dans ce roman un portrait croisé de personnages de confessions différentes. Donc nous n'avons pas exactement les catholiques, les juifs et les musulmans, mais nous avons en fait des confessions qui ont été inventées mais qui sont vraiment calquées sur les confessions que nous et les religions que nous on connaît. Nous avons les Jadites qui prient le dieu Jade, qui est symbolisé par le soleil, qui correspond à nos catholiques. Nous avons les enfants d'Achar, donc qui prient cette fois-ci les étoiles. Donc forcément, peut-être le lien avec les musulmans est assez vite fait. Et nous avons les Kindat qui, eux, prient les lunes sœurs, donc qui évoluent dans le ciel, et donc eux représentent la religion juive. Donc le roman prend place à un moment vraiment charnière de l'histoire, où donc nous avons une partie de la péninsule, donc de l'Espéragne, donc vous voyez vraiment le lien entre l'Espagne et donc l'Espéragne, donc qui a été en partie envahie par les musulmans qui se sont installés depuis extrêmement longtemps. On a parlé d'un califat qui a pris fin il y a quelques dizaines d'années, mais bon ils sont là depuis il me semble plusieurs centaines d'années, et donc là nous arrivons au point charnière où les dirigeants d'Espéragne vont tenter de reprendre le territoire, donc c'est en fait les balbutiements de la Reconquista. Et donc au lieu de voir vraiment l'histoire par la grande lorgnette, on va dire, là on va vraiment suivre, comme je vous disais, des personnages, donc on va vraiment suivre la grande histoire par la petite histoire, en suivant ces personnages donc de confessions différentes qui vont se retrouver à un moment donné pour des raisons complètement diverses et variées, au même endroit, dans un lieu vraiment, je dirais presque paradisiaque, même si ça n'a pas vraiment les aspects du paradis, mais c'est un lieu où tous vont cohabiter en bonne entente. Et ça fait encore plus mal de se dire que justement, c'est le préambule à la chute de l'Empire, du califat et des Lions d'Al-Rassan. Donc Al-Rassan, c'est cette partie de l'Espéragne qui donc est occupée par les musulmans, en tout cas qui est gérée par les Acharites en l'occurrence. Et donc on sait que voilà, cette parenthèse enchantée va être complètement balayée par l'histoire. C'est un roman qui est quand même mine de rien assez long, c'est un gros pavé, je pense qu'il fait plus de 800 pages. Moi je l'ai lu en numérique, il faisait déjà plus de 500 pages en numérique. Et c'est un roman que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire, même si je l'ai trouvé long, je l'ai pas trouvé lent. Je l'ai trouvé vraiment voilà, comme un roman qui prend son temps, mais qui ne fait pas forcément dans la longueur qui n'est pas maîtrisée. Si c'est long et si c'est lent, c'est voulu, et on passe du coup plus de temps avec les personnages, à vivre avec eux dans cette ville où pour l'instant tout se passe bien, et on sent que tout va basculer par la suite, et que les personnages qu'on a appris à suivre et à aimer vont être vraiment emportés par l'histoire. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous demande d'attendre un petit peu parce que je n'ai pas encore écrit la chronique, mais ça apparaîtra sur mon blog, dont je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos. Ce qui je pense a été aussi un facteur très important dans cette lecture, pour moi en tout cas, c'est que ça a été une lecture commune avec d'autres booktubeuses, d'autres blogueuses, etc. Et notamment Liandra qui m'avait invité sur cette lecture commune. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lecture commune, et voilà, le fait de lire ensemble le même livre, même si moi j'ai mis vraiment beaucoup de temps, il y a des filles qui l'ont terminé bien avant moi, même des fois bien avant que j'arrive à la moitié du livre. Ça a été vraiment, voilà, le fait de partager ensemble quelque chose, ça a été vraiment une expérience qui m'avait manqué. J'étais bien contente de partager ça avec les filles. Si ça vous intéresse, évidemment, il y a sur donc les chaînes de ces filles-ci que je vous mettrai ici en dessous dans la barre d'infos,
il y a donc les chroniques de chacune d'entre elles et ce qu'elles ont pensé du livre. Maintenant, je vais vous parler du tome 2 du Paris des Merveilles. Il s'agit de l'Élixir d'Oubli. C'est ici publié aux éditions Brajlon, mais personnellement, moi, je l'ai écouté sur Audible pour la deuxième fois. Pourquoi 2 fois, me direz-vous? Tout simplement parce que je l'ai écouté une première fois au mois de février cette année. Et même si je l'avais vraiment beaucoup apprécié, j'étais quand même consciente que j'avais loupé certaines choses dans l'histoire, dans certains moments clés, etc. Souvent, quand on écoute un roman à l'audio, il y a des fois on est très attentif et d'autres fois non. Moi, en l'occurrence, comme je l'écoutais, que ce soit au travail, en faisant mon ménage ou dans la voiture en faisant des longs trajets, il y a des fois où j'étais justement très concentrée, j'arrivais à suivre ce qui se passait, et des fois moins. Et c'est un roman, une fois que j'ai terminé, où je me suis dit, j'ai loupé des trucs, et même si je l'ai bien aimé, j'aimerais vraiment lui redonner cette fois-ci une oreille bien plus attentive pour vraiment suivre comment l'histoire se faufile, puisque c'est encore une fois une intrigue qui a ses aspects policiers, qui a ses aspects aussi un peu politiques, etc. Je sentais que j'avais vraiment besoin de le relire, et puis comme j'avais tout simplement acheté le livre sur Audible, je me suis dit de toute façon, t'es pas limité au niveau des écoutes, réécoute-le cette fois-ci plus attentivement, et ça a payé, puisque vraiment, il y avait des moments évidemment dont je me souvenais, mais il y avait des moments où je m'étais quand même rendu compte que ça m'était passé un petit peu au-dessus. Donc on se retrouve encore une fois dans le Paris des Merveilles, ça se passe quelques mois après le tome 1, donc je vais pas trop en dire au niveau de l'intrigue, parce que je veux pas non plus trop spoiler par rapport au tome 1. Mais donc voilà, nous sommes dans un Paris, comme son nom l'indique, des merveilles, où le petit peuple a fait son coming out il y a quelques dizaines d'années, quelques temps on va dire, et donc ils se sont vraiment intégrés à la société parisienne. Donc on a un arrêt de métro qui s'arrête à Ambremer, donc la capitale du royaume des fées, et donc il y a comme ça des incursions des créatures du petit peuple dans notre Paris, donc de la Belle Époque, et à la fois la présence de magiciens qui ont pignon sur rue donc dans les rues de Paris, et tout ce beau monde comme ça se mêle, s'entremêle, et c'est vraiment un mix et une espèce de conjugaison qui marche vraiment excellemment bien. Ça a été une lecture absolument délicieuse pour moi, non seulement parce que du coup je l'ai encore plus apprécié que ma première écoute, mais en plus ça a été le moment où je prenais vraiment encore plus de plaisir à profiter de la plume de Pierre Pevel, que je trouve vraiment excellente dans ses livres, que je la trouve vraiment ciselée, le choix des mots, le rythme des phrases, la musique des phrases est absolument délicieuse, et voilà, déjà le style en lui-même, juste une question de mots, etc., j'ai vraiment apprécié. Mais en plus, la narration donc de la narratrice Maud Rudigoz sur le livre audio, j'avoue que j'ai adoré le travail qu'elle a fait, donc non seulement sur le premier, les Enchantements d'Ambremer, et là sur l'Élixir d'Oubli. Elle fait un travail monstrueux. Je pense que pour moi, elle fait vraiment partie intégrante de l'expérience et du coup du Paris des Merveilles, parce qu'elle donne une autre dimension en fait à l'écriture de Pierre Pevel. En tout cas, j'ai vraiment hâte du coup de lire le tome 3, Le Royaume Immobile, et également le spin-off qui est sorti, que j'ai aussi acheté en livre audio, donc sur Audible. Je l'ai pas encore acheté en papier, mais ça ne saurait tarder. Il s'agit, je crois, c'est Contes et récits du Paris des Merveilles, quelque chose comme ça. Donc là où ce sont d'autres auteurs que Pierre Pevel, mais que Pierre a chapeauté, pour écrire des nouvelles dans l'esprit et dans l'univers du Paris des Merveilles. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un œil ou une oreille, que ce soit donc au livre papier ou au livre audio, mais je pense que vraiment les deux valent leur lecture individuelle, et je peux très facilement vous dire que ce sera sans doute un livre qui m'arrivera de relire d'ici quelques années sans aucun souci. Maintenant, je vais vous parler du tome 1 des aventures du capitaine Alatristé. C'est de Arturo Pérez Reverte, et vous trouvez ça, je crois, aux éditions Point. Alors, le capitaine Alatristé, c'est une saga donc de KPDP, espagnol, comme le nom de l'auteur l'indique, donc qui se passe dans les rues de Madrid, à peu près à la même époque que les Trois Mousquetaires, donc ça vous donne un petit peu une idée. Et donc nous suivons les aventures donc, de Diego Alatristé, qui a de capitaine que le nom, il n'a pas du tout le titre au niveau de l'armée, mais donc il est considéré comme un capitaine par les hommes avec qui justement il a fait la guerre de Flandre. Et donc c'est un soldat qui a été démobilisé donc des guerres de Flandre et qui se retrouve à Madrid, à louer ses services contre monnaie,
sonnante et trébuchante. Il est entouré d'une galerie de personnages qu'on commence tout juste à voir dans ce tome 1, et donc dans ce tome 1, il va faire la connaissance de sa némésis, un bretteur italien qui est assoiffé de sang et qui ne recule devant rien pour tuer quiconque se met devant lui. Et il va en fait se retrouver mêlé à une affaire de cour, puisque le prince de Galles, donc l'héritier du trône d'Angleterre, arrive de manière assez impromptue et anonyme à Madrid pour rendre visite à l'infante d'Espagne, avec qui il aimerait se marier, et avec qui l'Espagne n'a pas forcément envie qu'il le fasse, mais donc avoir sa future promise, et Diego se retrouve impliqué dans une tentative d'assassinat. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant, ce tome 1 est assez court. Sur ma liseuse numérique, il est vraiment très court, je crois qu'il fait moins de 200 pages, donc ça se lit très vite, j'ai mis moins d'une semaine pour le lire, et on a vraiment le sentiment que c'est en fait un tome vraiment introductif à tout le reste de la saga. Et c'est peut-être ça qui personnellement m'a un petit peu frustrée, parce que Diego la Triste, en fait, je l'ai découvert en regardant la série espagnole, donc qui faisait partie de mon challenge série 2019, donc l'année dernière. Et voilà, c'était pour moi une série de KPDP, moi qui suis vraiment amoureuse des adaptations des Trois Mousquetaires. J'avais vraiment en fait envie de découvrir les livres qui étaient derrière cette série, voilà, découvrir un petit peu ce qui se passe dans les bouquins autour du capitaine à la Tristesse et de tous les personnages qui sont autour. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir juste eu un amuse-gueule, juste de quoi le goûter sans forcément en avoir plus. Et ça, j'avoue que c'était un petit peu frustrant. J'ai vraiment eu l'impression en fait d'avoir une moitié de roman en fait. Le roman s'est terminé à partir du moment où ça commençait à devenir un peu trépidant, et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage. Peut-être qu'il faut le continuer, il faut enchaîner avec le tome 2. Pour l'instant je l'ai pas encore lu. Peut-être que si ceux qui veulent se mettre dedans, à la limite je pourrais peut-être conseiller ça, voilà, de commencer par ce tome 1 et d'enchaîner avec le tome 2 pour peut-être avoir un récit un petit peu plus fini, je dirais. Donc là, on a vraiment de petits détails sur comment la cour d'Espagne fonctionne. Donc avec les alguazils, donc ce sont les soldats, donc je connaissais pas le nom, les alguazils. Enfin le système des ménines, le système des infants, les grands d'Espagne, etc. Donc ce sont des choses qu'on connaît pas tout simplement, même si on a fait de l'histoire. Moi j'ai fait de l'histoire à la fac, et c'est pas forcément, voilà, on est habitué à connaître un petit peu le fonctionnement de la cour de France évidemment, puisque c'est notre pays. Mais voilà, comment est-ce que la couronne d'Espagne, qui était en plus notre ennemi, voilà, en fait je me suis rendu compte que je ne connaissais vraiment pas grand chose à part vraiment les grandes lignes, et sans beaucoup plus en fait. Alors, on a un petit peu du name dropping dans le bouquin, puisqu'on parle de Velázquez, on parle aussi de manière assez redondante, je sais pas si c'est vraiment voulu, mais c'était un petit peu martelé, plein de noms de poètes ou d'écrivains de l'époque. Sinon, je reste un petit peu sur un sentiment pas d'échec, mais voilà, de demi-teinte en tout cas dans ce premier tome. Maintenant à voir avec un tome 2 qui peut peut-être voilà, donner un sentiment de fidélisation à ce tome 1. J'enchaîne avec une lecture jeunesse. Alors je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais c'est un fait, je l'ai lu. Je vais vous parler maintenant du tome 1 d'Animorph. Ça s'appelle L'Invasion, c'est de K.A. Applegate, et si je me souviens bien, c'était édité chez Folio Junior. Alors Animorph, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être que les gens de ma génération, ou peut-être la génération d'en dessous s'en souviennent. C'était une saga littéraire, donc jeunesse, qui a eu beaucoup de succès à la fin des années 90, début 2000. Ça sortait donc, vous trouviez ça dans les rayons jeunesse, notamment de mon Carrefour, là où j'allais quand j'étais plus jeune. Et il y avait donc ces couvertures où on avait un enfant qui se transformait en animal. Voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc Animorph, de quoi ça cause? En fait, il s'agit de l'histoire de 5 adolescents qui vont se voir donner des pouvoirs, et notamment le pouvoir de se transformer en animal. Ce pouvoir est donné par un alien, par un extraterrestre, un andalite, qui en fait s'écrase devant eux avec sa soucoupe volante. Il a été attaqué par, je vais dire les orgues, mais c'est pas du tout ça c'est... Et non, ça c'est Toy Story. Je me souviens même plus du nom des méchants. Les Yeerks, voilà, c'est ça, les Yeerks. Les orgues, les Yeerks, voilà, j'étais pas très loin. Bref, et donc voilà, ils vont être amenés à se battre contre une invasion extraterrestre. Et les Yeerks sont des espèces de limaces donc venues de l'espace, qui vont en fait s'infiltrer dans le cerveau des gens et contrôler le corps des gens. Donc ils se rendent compte que l'invasion est déjà bien en place, et grâce à leur pouvoir ils vont essayer de se battre contre donc cette invasion qui touche pour certains membres de leur famille, et donc à essayer de venger cet andalite qui malheureusement est un peu mort dans le roi. Donc c'est une saga que je connaissais comme ça
vraiment de nom. Je sais qu'il y a une série qui était sortie, une série dans le genre qui passait sur KD2A ou un truc comme ça, ou de genre les minicums, enfin ça vous donne un petit peu le genre. Et c'est une série que j'ai pas forcément regardée, mais en tout cas, avec mes sœurs, on a vu un bouquin d'Animorph, donc le seul que j'avais lu à l'époque, et je pense que ça devait être le tome 4 ou 5, ou quelque chose comme ça, en sachant que je crois que la saga fait une bonne quarantaine de tomes. Voilà, ça vous donne déjà une vision sur l'étendue de la saga. Et là, je sais pas, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de se replonger là-dedans, juste un côté un peu Madeleine de Proust, puis pourquoi pas commencer par, du coup, le premier tome de la saga. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah en fait, j'ai pensé que c'était très jeunesse, même si c'était simple et agréable à lire, etc., ça je n'en doute pas, mais j'ai trouvé qu'au niveau, en fait c'est surtout au niveau de l'intrigue que ça m'a le plus un petit peu gênée, c'est-à-dire que j'avais l'impression que à chaque fois qu'on faisait une avancée dans l'intrigue et une avancée dans l'histoire, tous les éléments qui étaient importants dans l'histoire et dans l'intrigue, j'ai l'impression qu'on me les montrait avec d'énormes flèches, vous savez, genre les flèches comme dans les dessins animés qui sont avec des néons, genre pour vous montrer, voilà, tu le vois ça c'est important, haha. Il n'y avait aucune subtilité, voilà, c'est pas forcément des informations qui sont données comme ça, sans forcément y toucher. Et là, c'était vraiment y aller avec les gros sabots, les trucs les plus obvious et les plus gros possibles. Ça marche, je pense, pour des adolescents. Je pense que mon moi de 14-15 ans aurait kiffé. Mon moi de 38 ans a un petit peu plus de mal à adhérer. Maintenant, je comprends totalement que les gens qui sont un petit peu moins sensibles à ça que moi pourraient totalement apprécier. En tout cas, bah, c'est un petit peu une replongée dans une saga jeunesse, en tout cas qui moi avait fait un petit peu... qui a fait partie de mon enfance et de mon adolescence. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Est-ce que je lirai la suite, les 40 tomes? J'en sais rien, sincèrement, mais voilà, peut-être un tome par-ci par-là, entre deux gros romans, pour permettre un petit peu de retomber. Pourquoi pas? Maintenant, je pense pas que ce sera une série que je vais suivre avec assiduité. Pour finir, je vais vous présenter ma lecture en cours. Je l'ai commencé il y a vraiment très peu de temps, j'en suis dans les 40 premières pages. Il s'agit du premier tome de La Roue du Temps de Robert Jordan. Ça, c'est aux éditions Brajlon, donc c'est un poche de chez Brajlon. Ça, c'était un cadeau qu'un collègue m'a fait, donc à une soirée de fin d'année, en fait, au travail. Moi, je lui avais offert un bouquin, et lui m'a offert les deux premiers bouquins donc, de La Roue du Temps. La Roue du Temps, je pense que tous ceux qui connaissent un petit peu la fantasy ont déjà entendu parler de cette saga-là, qui est vraiment un gros best-seller de la fantasy américaine. Pour l'instant, comme je vous dis, j'en suis vraiment qu'au début, j'ai pas regardé la 4e de couverture, j'en ai pas lu plus que ça, donc je peux pas forcément vous expliquer de quoi ça parle et tout. Mais on sent que voilà, ça commence par être une saga assez traditionnelle, avec un héros en fin d'adolescence. On sent qu'il va se passer des trucs, on sent qu'il y a de la darkness derrière, on va dire. Maintenant, je vais pas vous en dire plus pour l'instant. Je pense que peut-être pour le point lecture du mois de février, je pourrais vous en dire plus, en espérant que je finisse d'ici là. C'est pas sûr parce que il est quand même assez épais, mais bon, on ne sait jamais, pourquoi pas. En tout cas, je vais le lire en tout cas pendant ce mois de février. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, ce point lecture du mois de janvier 2020. Comme d'habitude, si vous avez lu un de ces bouquins, si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessous, sous la barre d'infos, je me ferai un plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents films, d'excellentes séries, d'excellents tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir en ce début d'année, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!